C'est tout bon. Eh bien, bienvenue pour ce deuxième webinaire du Flocon Vert. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vie sociale et locale au cœur de la démarche de transition. Pour un petit rappel, donc pour les personnes qui arrivent sur le webinaire pour la première fois, je vous invite à revoir le premier où nous avions travaillé sur la gouvernance de la démarche de transition. Et pour rappeler rapidement, donc nous sommes l'association Mountain Riders, qui est une association de sensibilisation et d'éducation à la transition et à l'environnement. Et donc, on accompagne les acteurs publics et privés dans leur développement et dans leur transition écologique. Et là, on est vraiment dans le cadre du Flocon Vert, qui est un des projets qui est porté par Mountain Riders et qui est la transition des territoires de montagne. Aujourd'hui, dans l'équipe de ce webinaire, nous sommes 3. Donc, moi-même, Colline Dawn, responsable du projet Flocon Vert. Il y a à côté de moi, vous ne la voyez pas, mais il y a Lucie qui est en backup. Lucie, qui est la chargée de projet Flocon Vert, qui est là sur le chat. Comme ça, si vous avez des questions, des doutes ou autres, Lucie est là et elle peut vous répondre. Et on aura la chance aujourd'hui d'accueillir Aurélie Roguier, qui est la coordinatrice du tiers-lieu Entropia, qui vient d'ouvrir à M-la-Plagne et qui pourra nous partager son expérience. Un petit rappel d'usage, juste de se dire que, voilà, pour avoir un bon échange, c'est bien important, c'est déjà le cas pour tous, mais que les micros soient coupés. Je propose toujours qu'on coupe la caméra aussi, parce que de toute façon, on est trop, on ne se voit pas. Donc, autant être plus sobre numériquement. Comme je vous disais au début, le webinaire est donc enregistré et l'idée sera qu'il va y avoir aujourd'hui 2 temps d'échange, un premier juste après la présentation d'Entropia et un deuxième à la fin du webinaire, parce qu'on n'est pas sûr qu'Aurélie puisse rester avec nous jusqu'au bout. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez des questions petit à petit, n'hésitez pas à les noter sur le côté ou bien les noter dans le chat. Et ensuite, Lucie me les fera passer et on vous donnera la parole petit à petit sur la fin. Comme ça nous permet de bien partager la parole et ce sera vraiment le partage au centre du débat. Pour une petite mise en mouvement et puis rentrer vraiment dans le sujet, je vous propose un petit temps rapide d'inclusion. L'idée, c'est de savoir un peu qui est derrière l'écran. Quand on ne se voit pas, c'est tout de suite plus difficile. Donc, je vous propose de noter votre nom, dire à quel titre vous venez. Est-ce que vous êtes référent Flocon Vert? Est-ce que vous venez d'une autre structure? Vous êtes curieux? Vous êtes sur un territoire de montagne? Posez rapidement votre état d'esprit actuel. Et ensuite, répondre en une phrase courte, quel est pour vous l'intérêt d'avoir une vie sociale et locale développée pour le territoire? Je vous laisse un petit temps. Vous pouvez écrire tout ça dans le chat. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous invite à prendre part à ce petit temps d'inclusion où chacun note dans le chat son nom, à quel titre il vient, quel est son état d'esprit actuel et quel est pour chacun l'intérêt d'avoir une vie sociale et locale développée pour le territoire. Merci Régis de lancer la vibe. Merci Delphine pour l'esprit d'ouverture. Donc, on voit bien Morgane de Valseny qui nous parle du fait que c'est les habitants locaux qui font vivre la destination à l'année, donc c'est important de penser à eux aussi.
pour donner envie de rester sur le territoire. Alors, on se donne encore 2 minutes et après j'avancerai. Je vois Marion de Bourg-Saint-Maurice qui nous parle de l'émergence de projets via le lien social, effectivement. Donc, Adam, chef d'entreprise en Savoie, qui vient comme curieux, parce que ces choses changent constamment, parce que les choses changent constamment, décidément, et qu'elles s'influencent mutuellement. Jeanne, avec l'importance que les habitants se sentent concernés sur la commune de Saint-Gervais. Et Mélanie de Val d'Isère, qui nous parle de l'intérêt de se rapprocher les habitants, d'un territoire afin de faire face ensemble à des problématiques communes, et cela permet une vie locale à l'année. Ça se retrouve plusieurs fois dans les messages qu'on a vus passer jusque-là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de remplir, je vous laisse continuer et je vais avancer donc dans la suite de ce webinaire. Merci en tout cas pour ces premiers mots et cette première entrée en matière sur ces webinaires sur la vie locale. Alors donc ceux qui étaient déjà là au dernier webinaire, vous avez déjà vu ça, mais je le repose à chaque fois pour les personnes qui nous rejoignent en cours. Donc le but et notre intention dans ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir parler du flocon vert d'un point de vue technique et opérationnel. Donc on va ici clarifier un peu des attentes de ce cahier des charges, expliquer ce qu'il y a derrière. On va avoir un temps d'échange avec une experte aujourd'hui. Parfois ils sont plusieurs, ça dépend. Et l'idée, c'est aussi de vous présenter les bonnes pratiques pour inspirer les différents territoires sur des bonnes pratiques existantes à ce jour. Donc, ce n'est pas un outil clé en main, vous repartez et puis bam, vous savez exactement, vous pouvez dès demain mettre en place un projet. C'est plus de l'inspiration et ce n'est pas un temps d'émergence collective comme on fait parfois chez Mountain Riders, qui sont le cadre de web ateliers. Là, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas que des référents flocons verts. Au premier webinaire, c'était uniquement des référents flocons verts, mais le but de ce webinaire, c'est de l'ouvrir aussi à d'autres personnes, effectivement, que ce soit d'autres territoires qui ne sont pas dans la démarche, mais qui sont concernés par les mêmes enjeux, ou bien que ce soit des socioprofessionnels, ou que ce soit des citoyens, le grand public. Pour nous, c'est important vraiment que ce webinaire puisse s'adresser à tout le monde et de faire connaître ce que les territoires mettent en place au quotidien. Pour un petit rappel, donc ces webinaires ont lieu tous les 2 mois. Donc, on en a eu un il y a 2 mois sur la gouvernance. C'est à chaque fois le jeudi de 14h à 15h30. Et à chaque session, on va faire un zoom, un focus sur un des critères du cahier des charges du flocon vert. Et le prochain webinaire aura donc lieu le 6 juillet 2023 et on parlera de l'artificialisation des sols. Pour venir un peu plus donc, dans le vif du sujet, donc le programme du jour, la première partie sera plutôt descendante. Donc, c'est là où je vais vous faire le zoom sur le cahier des charges. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à noter des questions dans le chat pour la deuxième partie où il y aura un vrai temps d'échange sur la fin. Donc, zoom sur le cahier des charges, apport de notre experte, questions-réponses avec elle. Je vous partage des bonnes pratiques ou bien on inversera peut-être selon l'heure à laquelle notre experte arrive. Elle ne peut pas être avec nous dès maintenant. Et ensuite, un petit temps d'échange avec vos questions entre vous et moi, tout simplement. Donc, le zoom du cahier des charges, aujourd'hui, on va s'intéresser à la dynamique sociale et culturelle et plus précisément aux critères de la vie locale. L'idée, c'est de comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est essentiel de travailler sur ce point, quelle est la valeur ajoutée de ce critère, et nous, sur le flocon vert, quelles sont nos attentes et quels seraient un peu nos points de vigilance qu'on pourrait vous donner pour performer sur ce critère-là. Donc, ce critère, pour ceux qui ont déjà découvert un peu ce flocon, c'est les 4 thématiques du flocon vert. Économie, dynamique sociale et culturelle, gestion des ressources, et gouvernance et résilience.
Et parmi ces 4 familles qui viennent évaluer les actions mises en œuvre sur le territoire, le critère vie locale fait partie de la famille dynamique sociale et culturelle, qui est lui-même ensuite composé de 5 critères. Cette famille va en fait nous permettre d'analyser ce que le territoire offre en termes de services médicaux et sociaux à ses habitants. On s'y intéresse également aux actions de sensibilisation qui sont mises en place à l'école, par exemple, mais aussi aux ressources culturelles et associatives dont dispose le territoire. Ils permettent donc d'évaluer la dynamique de la destination autour des actions et services mis en place avant tout pour les locaux, mais aussi pour les touristes. La qualité de service mise à disposition des habitants est un enjeu qui est primordial pour le territoire et c'est primordial pour que ce territoire puisse vivre sereinement et augmenter sa résilience. Au sein de notre comité de labellisation, qui est composé de structures qui sont reconnues et entérinées à l'échelle nationale et internationale dans le milieu du tourisme et en dehors. Donc, pour rappel, pour certains, le comité de labellisation est composé de l'ADEME, Atout France, ATD, l'USMB et Mountain Riders. Et l'ensemble de ces acteurs insistent sur la nécessité pour une destination désireuse de s'engager dans un processus de transition écologique et solidaire en montagne, de se préoccuper des locaux qui souhaitent vivre et travailler à l'année. La vie locale trouve donc logiquement sa place dans cette démarche de transition des territoires de montagne et dans la stratégie de durabilité qui est mise en place. C'est donc pour cette raison que chez Mountain Riders, nous avons mis ce critère au sein de notre cahier des charges. Pour zoomer donc davantage sur ce fameux critère de vie locale, il y a 4 grands critères au sein de celui-ci. Tout d'abord, les équipements et les services sociaux. Ici, nous allons venir voir si la destination dispose de structures qui permettent l'accueil des jeunes, des seniors, mais aussi des personnes en situation de précarité. Concrètement, notre cahier des charges va s'intéresser aux crèches, garderies, accueil périscolaire pour les jeunes, aux EHPAD, aux services d'hospitalisation à domicile pour les seniors. On va aussi regarder si la destination dispose d'un centre d'action sociale, d'une assistante sociale pour les personnes en situation de précarité. Dans ce critère, on va aussi valoriser les propositions faites par la destination en termes d'offres de logement et de loyers modérés en fonction de la taille du territoire labellisé. Donc, ce critère, il sert à évaluer en fait la quantité aussi d'équipements sportifs publics gratuits pour les habitants. Et enfin, des points sont accordés s'il existe de la médiation numérique pour initier les publics les plus éloignés. Donc, en voyant un peu la liste de tout ça, finalement, ce qu'on voit, c'est que cet indicateur, il vient faire un état des lieux du nombre d'établissements à destination de publics clairement identifiés sur le territoire. Sur ce point-là, il y a une certaine vigilance à avoir. Nous, au sein du cahier des charges, on va être particulièrement vigilant au côté social de ces critères. En effet, c'est important que la destination dispose d'une assistante sociale qui soit accessible. À noter, et on en parlera tout à l'heure dans les bonnes pratiques, qu'aujourd'hui, pour avoir une labellisation France Service et donc obtenir des subventions publiques liées à ça, vous pouvez installer ou monter toute pièce une agence France Service ou bien vous faire labelliser une agence France Service qui est, faire labelliser France Service, excusez-moi, une structure qui est déjà existante sur votre territoire et qui dispose de tous les services proposés, c'est-à-dire des services liés à la santé, la famille, la retraite, le droit au logement, l'impôt, la recherche d'emploi et l'accompagnement au numérique. Ça, on y reviendra un petit peu après dans les bonnes pratiques. Ensuite, critère numéro 2, c'est les services médicaux et paramédicaux. Les services de santé sont évidemment indispensables sur place pour que la vie locale soit agréable et facilitante. Ici, les points, quand on va venir observer ce que fait la destination, les points qu'on va lui donner par rapport à notre cahier des charges, seront comptabilisés en fonction du nombre d'établissements. Des points sont donc attribués pour la présence d'un médecin, d'une pharmacie, d'une maison médicale, mais également d'infirmières, de kinés, sages-femmes, de psychologues. Il faut savoir aussi que le nombre d'établissements doit être en cohérence avec la taille de la destination, ce qui est le même cas pour le premier critère, équipements et services sociaux. On ne va effectivement pas avoir les mêmes attentes sur un petit territoire que sur un gros. Les points de vigilance pour nous ici, c'est qu'il est important que chaque habitant puisse avoir un accès aux médicaments pour des raisons de santé publique. Il existe donc des solutions qui permettent aux offices de tourisme et aux mairies de redistribuer des médicaments si des pharmacies ne sont pas accessibles. Et ça, on en parlera tout à l'heure aussi dans les bonnes pratiques.
Donc, après ces équipements et services sociaux et ces services médicaux et paramédicaux, ce qu'on va venir regarder, c'est les marchés. En fait, les marchés sont également de bons indicateurs pour évaluer la dynamique d'une destination à l'année. Les points du cahier des charges qui sont ici regardés et donc les points qui vont être valorisés, ça va être la fréquence des marchés, mais également savoir d'où viennent les produits qui y sont vendus. Effectivement, il ne suffit pas d'avoir juste des marchés pour être efficace et efficient sur la vie locale. Il faut aussi y mettre en avant des produits issus de producteurs locaux et aussi mettre en avant des savoir-faire, un patrimoine, ce qui peut être mis en avant au travers de marchés événementiels, de foires, ou bien aussi la création de vide-greniers qui permet de dynamiser le territoire. Et pour terminer, le 4e point, ce sont les lieux de rencontre et d'échange. C'est sur ce point qu'interviendra tout à l'heure notre invitée Aurélie, donc du tiers-lieu Entropia. Et en effet, pour créer un territoire dynamique, c'est important que des lieux d'échange et de rencontre soient clairement identifiés pour créer des liens entre les locaux et les différents acteurs du territoire. Ces lieux peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des espaces implantés sur la durée, comme des salles de conférence, une maison des associations, un espace de coworking. Mais aussi, nous allons regarder plutôt si des lieux existent pour établir un dialogue entre les associations et les habitants, ce qui peut prendre la forme de tiers-lieux, de cafés associatifs ou bien d'espaces de vie sociale. On va aussi regarder s'il existe une association de commerçants qui est active sur les territoires. Et également, ces lieux peuvent être créés au travers d'événements, c'est ces lieux de rencontre, au lieu d'être des lieux physiques, ils peuvent être créés au travers d'événements pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour favoriser des inclusions de publics type lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, asexuels ou aromantiques. Le cahier des charges va en fait valoriser ces différentes actions en fonction les différentes actions qui sont faites, pas en fonction, excusez-moi, mais en faveur des publics qui sont victimes de discrimination. C'est surtout ça qu'on va aller observer dans le cahier des charges. Je vais voir, est-ce que Lucie, tu sais si Aurélie est arrivée? Alors, en attendant du coup que Aurélie, qui est coordinatrice du tiers-lieu Entropia à M-Laplagne, arrive, je vous propose de faire un premier échange sur les bonnes pratiques. Donc ça, nous reviendrons après dessus. Je vais commencer par vous partager les bonnes pratiques qui... Ah ben non, elle arrive tout juste. Alors, du coup, on va accueillir Aurélie qui arrive pile poil au moment. Jonction en cours. Alors, je vois qu'elle arrive. Alors, Aurélie, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes déjà connectée. Aurélie Roguier, vous arrivez pile poil au bon moment où je commençais à parler de votre intervention à venir. Alors, Aurélie, vous m'entendez? Oui. Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, je vous entends de loin. Alors, ah, c'est tout bon, je vous entends. Je vois que votre... Est-ce que vous avez... Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'allumer votre caméra aussi pour que tout le monde puisse vous voir. C'est plus agréable dans l'échange. oui, je vais faire ça. Je remonte juste mon son. Super, on est bon. Hop, la vidéo. J'étais justement en train de dire que j'allais parler de bonnes pratiques en attendant que vous arriviez. Vous êtes arrivé pile à ce moment-là. Du coup, ça permet de vous donner la main directement. Ça marche. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, j'ai activé la vidéo. Excusez-moi, je m'attends juste une petite seconde.
Ça marche pas, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que vous me voyez? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais bon, c'est pas très grave. Parce que là, ça a l'air bloqué, du coup, si on part dans cette Ok, tentative de déblocage, ça peut être un peu long. très bien. Bon, bah, j'arrête la vidéo. Ça fonctionnera peut-être mieux. Eh Mm. bien, je suis à vous. Eh ben, merci beaucoup déjà de vous joindre à nous pour pouvoir apporter un peu une. Alors on parle d'apport d'experts, de paroles d'experts, parce qu'en fait c'est ce que vous faites au quotidien. Donc vous êtes coordinatrice du tiers-lieu Anthropia à M-la-Plagne. Mhm. Et ben ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous présenter vous et le territoire sur lequel vous êtes et son contexte, et puis présenter Anthropia un peu votre structure, comment ça s'est construit, les raisons de base de ce projet, un peu toute cette histoire-là. Ah, C'est bon, vous m'entendez? C'est bizarre, ça oui, doit se désactiver tout seul au bout d'un moment, peut-être. Donc, zut. non, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, oui, là je vous entends, Ok, c'est tout bon. bon, bah, super. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Aurélie, effectivement, coordinatrice d'Anthropia. C'est le tout nouveau tiers-lieu d'Aime-la-Plagne. Donc, nous, on a ouvert nos portes il y a 3 semaines. C'est pour ça qu'il est tout nouveau et que je ne vais pas pouvoir vous parler vraiment de retour d'expérience, parce qu'on a très, très peu de retours sur notre toute petite expérience pour l'instant. Du coup, je peux plutôt effectivement vous expliquer déjà ce qu'est le projet et comment il a démarré. Donc, en quelques mots, Anthropia, c'est un lieu qui a été créé pour travailler autour des thématiques du réemploi des matières, donc avec une recyclerie comme base de travail, du lien social et du partage de savoir-faire. Et de l'environnement, évidemment, mais c'est vraiment à l'intérieur, donc on ne le mentionne pas forcément, mais voilà, c'est vraiment ces valeurs-là qui représentent Anthropia. Donc, pour développer ces valeurs-là, nous, le tiers-lieu, on l'a construit donc, autour d'une recyclerie en vue de remettre sur le marché toutes sortes d'objets de seconde main qui étaient voués auparavant à la déchetterie. Donc ça, c'est vraiment l'activité pilier. Et pour pouvoir travailler sur le volet lien social et partage de savoir-faire, on a développé toutes sortes d'activités autour de la recyclerie. Donc, on a un petit troquet qui nous permet de boire un café, de discuter entre amis. Voilà, c'est le premier lien social en France et on s'en sert bien. On a donc le volet partage de savoir-faire, il est développé grâce à nos différents partenariats. On héberge un Fab Lab, donc c'est un laboratoire de fabrication autour de l'outillage numérique, impression 3D, etc. Ce n'est pas moi qui le porte, donc c'est vrai que j'ai un peu moins l'habitude de l'expliquer. Mais donc c'est un Fab Lab qui était existant sur la ville d'Aime, je vous parlerai du territoire juste après, qui était D'accord. existant mais dans un tout petit local et qui est venu s'installer chez nous pour prendre un peu plus d'ampleur et puis pour pouvoir développer certaines activités en lien avec notamment la récup et surtout la réparation des objets électriques et électroniques. En parallèle du Fab Lab, on a aussi une salle qui va nous servir à héberger des ateliers créatifs, de la couture, de la céramique et toutes sortes de réunions, de conférences autour du partage de savoir-faire. Donc ça, c'est sur vraiment la partie partage de savoir. Et puis, on a ajouté un volet culturel à ce projet parce que c'était quand même en lien avec la créativité, le savoir-faire et la récup. Et ce volet culturel, on l'a développé avec un outil qui s'appelle la microfolie. C'est porté par le ministère de la Culture et la Villette à Paris. C'est un contenu numérique qui nous permet de projeter des grandes œuvres nationales dans n'importe quel endroit. Donc, nous, on dispose du matériel numérique pour pouvoir le projeter. On a le contenu pédagogique pour l'accompagner et nous, soit on le met à disposition
exposition, soit on propose des animations créatives autour de ces grands contenus qui peuvent être très connus comme la Joconde et qui peuvent être projetés dans tout plein d'endroits différents. Je pense que j'ai probablement oublié des choses, mais en tout cas, vous avez les grandes lignes du projet. Nous, actuellement, on a vraiment ce qui est vraiment effectif, c'est la partie recyclerie. Donc, elle est ouverte. Elle fonctionne depuis 3 semaines. Et puis, on débloque au fur et à mesure nos événements et nos animations qui seront vraiment bien calés et bien organisés à partir de septembre. Ok. Voilà, pour vous donner une petite idée de la temporalité. En termes de territoire, alors du coup, comme je n'ai pas assisté à la toute première partie, j'en suis vraiment désolée, c'est notre timing qui est un peu compliqué, comme vous pouvez l'imaginer en période de tout juste ouverture. Oui. Voilà, on essaie de répondre parce que ça nous tient à cœur que d'autres types de projets comme le nôtre arrivent partout en France. Donc, mais bon, voilà, 2h30, c'est un petit peu long pour nous, 2 heures. Donc, et comme je ne sais pas d'où vous venez, je vais juste vous redire où on est exactement. Nous, donc on est sur la commune d'Aime-la-Plagne, à Aime même, donc en Valais. Et ce projet, il s'est implanté ici grâce aux collectivités, en fait, entre autres, parce que donc on est 3 historiquement dans ce projet. Aujourd'hui, on est une douzaine. Mais à la base, on était issus du secteur, donc c'est la personne qui porte le Fab Lab et puis Elsa et moi-même qui sommes les 2 coordinatrices du projet. Nous travaillons dans des communautés de communes sur le secteur des déchets. Et du coup, c'est voilà, dans notre bagage professionnel, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur vraiment de continuer à travailler là-dedans. Dans notre travail au quotidien en collectivité, on faisait plein de choses qui nous intéressaient énormément. Mais on avait la volonté d'aller au-delà, surtout dans la partie du réemploi et de trouver des solutions pour essayer de réduire les déchets de manière un peu plus drastique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus. On avait cette idée depuis très longtemps en tête et elle s'est concrétisée avec plusieurs coups de pouce et notamment celui des 5 collectivités de Tarentaise. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des représentants aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de regarder qui étaient parmi les participants. Mais donc, en fait, les 5… Comment ? Non, j'allais dire qu'il y a, si je ne me trompe pas, une personne de Val d'Isère qui est avec nous. Il y a Ok, Figny et les Bellevilles aussi. ok. Pour Bon. Saint-Maurice. Désolée si j'en oublie d'autres. Donc, en fait, les 5 communautés de communes de Tarentaise, qui sont celles de Haute-Tarentaise, des Versandem, Cœur de Tarentaise, Valvanoise et Vallée d'Aigueblanche, se sont réunies en 2020 pour porter une étude de faisabilité pour l'implantation d'une recyclerie. Donc ça, c'est les collectivités qui l'ont financée dans le but de produire l'étude et le bureau d'études valider ou pas le fait qu'une recyclerie était viable sur le territoire. Donc voilà, de produire l'étude et de la fournir à quiconque avait envie de porter un projet de recyclerie. Nous, ça faisait quelques mois qu'on planchait sur notre étude de marché. Donc du coup, ça s'est vraiment coïncidé. Les deux, et ça nous a permis de nous appuyer en plus sur cette étude-là, qui a été fournie par les 5 communautés de communes de Tarentaise, et de valider en quelque sorte notre étude de marché. Donc, c'est vraiment venu ensemble. Et une fois que cette dynamique a été lancée par les collectivités, du coup, forcément, derrière, il y a eu une ouverture aussi un peu plus importante à l'écoute de notre projet. Donc, il y avait déjà eu une étude, il y a eu des réunions, les habitants ont été sollicités pour un questionnaire qui a plutôt bien marché et qui a fourni ensuite l'étude. Donc voilà, il y avait déjà toute une sorte d'émulsion autour de la thématique générale de la recyclerie. Et nous, c'est vrai que ça nous a pas mal porté toute cette émulsion parce que les gens en ont entendu parler, les élus étaient un peu sensibilisés déjà à la thématique. Donc je pense que ça a vraiment contribué à notre avancée à nous, quoi. Voilà. Être un tremplin réel pour que ça devienne réalité, quoi. Exactement. Donc ça, c'était un peu la genèse. Et puis, nous, on a travaillé encore 1 an et demi derrière cette étude-là, de notre côté. Et puis, on a ouvert là, il y a 3 semaines. Et tout se passe bien jusqu'ici? Jusqu'ici, tout se passe bien. Ouais, on est content. On est content.
Et, et du coup, si, pour revenir un peu sur la construction et la genèse, est-ce que vous auriez une idée un peu quels ont été les facteurs de réussite? En fait, si parmi les gens qui nous suivent aujourd'hui, il y en a qui aimeraient lancer enfin, développer ce type de structure sur leur territoire, euh, qu'est-ce qui sont, selon vous, les facteurs de réussite principaux et quelles ont été vos complications et comment vous avez pu un peu lever ces freins-là, quoi. Les facteurs qui nous ont permis de mettre en place le projet, c'est ça? Oui, voilà, Les points positifs. outre ce que vous avez expliqué sur l'étude qui a été faite et qui est arrivée au bon moment et qui vous a porté, s'il y a certains points de réussite de votre projet à mettre en avant qui pourraient inspirer d'autres personnes, est-ce que vous en auriez en tête? Ce que l'étude a relevé, c'était un réel besoin d'avoir accès l'étude était vraiment uniquement sur la partie recyclerie. Pardon, je reprends, excusez-moi. L'étude portée par les collectivités était vraiment uniquement sur le réemploi, donc la partie recyclerie, seconde main. Alors que notre projet, il est beaucoup plus vaste. Voilà, c'était juste pour faire le parallèle. Nous, on porte en parallèle la culture, le partage de savoir, des ateliers, en plus de la recyclerie. Mais en tout cas, cette étude, elle nous a beaucoup aidé dans le sens où ça a vraiment révélé l'intérêt des habitants en fait, du territoire de la Tarentaise. Et je pense que c'est le cas partout ailleurs, j'en suis persuadée, pour le changement de notre mode de consommation, en fait. Je pense que tout le monde s'en rend compte, mais on n'est plus sur nos modes de consommation sont en train de changer. Les gens se posent énormément de questions sur le fait d'un achat neuf et essayent de plus en plus de trouver une solution pour ne pas avoir à acheter neuf. Et l'étude a vraiment révélé ça. Donc ça a été un… Je ne sais pas si c'est exactement ça que vous attendiez comme réponse, mais en tout cas, nous… Je n'avais pas d'attente spécifique, mais en tout cas, là, moi, de ce que vous me dites, ça ressort un point qui me paraît vraiment important, c'est que de ce que j'entends, le premier pas quand on veut mettre en place ce type de projet, c'est en fait juste d'interroger les besoins des habitants et ça va faire remonter énormément de choses qui vont en fait appuyer le projet. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Je comprends maintenant le sens de la question. Par contre, excusez-moi. Oui, effectivement. Quand on porte un projet, on est toujours persuadé que ça va forcément fonctionner puisque c'est notre idée et puisqu'elle est bonne. Donc c'est hyper important de solliciter les autres. Et de mener un questionnaire à grande échelle, ça permet vraiment de relever les points à travailler. Parce que, notamment au travers de cette étude-là, ce qu'on a aussi pu relever, donc il y avait cet intérêt pour le seconde main. Et la seconde chose dont nous, on s'est beaucoup servi pour mettre en place notre boutique de seconde main, c'est l'attention apportée comment dire, il doit y avoir un nom pour ça, mais au visuel de la boutique, que ce ne soit pas du bazar, que ce soit aéré, que ce soit chaleureux. Voilà, le côté merchandising, je crois que c'est le mot. Enfin, moi, je sais pas. J'aurais dit merchandising. Voilà. Facing, c'est un peu voilà, la manière dont on met en place les choses pour que ce soit attractif. C'est ça. Et du coup, ça, c'est pareil. Il y a un bon nombre de questionnaires qui est revenu avec cet argument-là de dire… Enfin, voilà, le fait qu'eux aient pu nous répondre à ce questionnaire, ça nous a vraiment orientés sur certaines choses. Et plutôt que de partir tête baissée sur des idées toutes faites, l'opinion des habitants, de toute façon, c'est eux. En tout cas, pour notre projet, c'était eux les consommateurs. Donc, on est obligé de les entendre. Effectivement. Et il y a des difficultés auxquelles vous avez fait face et que vous avez réussi à surmonter, sur lesquelles vous pourriez revenir pour un peu donner un conseil si quelqu'un fait face aux mêmes difficultés? Alors ça, globalement, j'ai rien qui m'a traumatisée à part le côté administratif. Mais je pense que voilà, c'est… on ne peut rien y faire. Voilà, on ne peut rien y faire. Non, des difficultés particulières.
C'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'est que souvent, la recyclerie, elle est imaginée dans la tête de plein de personnes qui n'ont pas visité de recyclerie déjà en place. Ils ont une idée préconçue sur laquelle il faut qu'on lutte tout le temps. Ils pensent que ça ressemble à une déchetterie et que ce n'est pas forcément bien mis en place et que c'est le bazar. Voilà. Donc, c'est plus à lutter au quotidien contre des idées toutes faites sur notre projet. Donc, c'est pour ça que ça nous paraît important. On parlait du fait de solliciter les habitants parce que c'est eux qui habitent le territoire et qui ont envie de voir émerger ou pas certains projets. Ce qui est aussi important, et pour moi, ça a été vraiment décisif dans ne serait-ce que la décision des élus à mener l'étude de faisabilité, ça a été des visites sur place. En fait, dans la collectivité où je travaillais, il y a eu des visites de recycleries existantes qui ont été organisées. Et certains de nos élus y ont participé et ça a été vraiment déclencheur. Ils ont vu des vrais projets qui avaient 2, 3, il y a un des projets avait une dizaine d'années d'existence, voire un peu plus, je crois, autour de Grenoble. Et du coup, le fait de visiter ces espaces-là avec les personnes qui y travaillent, leur retour d'expérience en physique, ça a été hyper positif. Donc, et justement, ça a pu contrer ces idées reçues de déchetterie ambulante. Voilà. Pour moi, c'est ça qui a vraiment été très positif. Oui, effectivement, c'est vrai que moi, je remarque que le terme de tiers-lieu n'est pas toujours très clair et l'image qu'on peut en avoir n'est pas toujours la bonne. Est-ce que vous pourriez expliquer, quand on parle de tiers-lieu, de quoi on parle? Qu'est-ce que veut dire vraiment tiers-lieu? Et j'invite aussi au passage les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Et puis après, on pourra comme ça faire un temps d'échange avec vous et les participants du webinaire. Mais du coup, voilà, comment on pourrait définir un tiers-lieu, en fait? Alors, je crois que ça ne se définit pas très bien. Parce que justement, c'est très vague. Donc, je vais vous parler de ma définition à moi, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un lieu qui ressemble à aucun autre qu'on ne peut pas définir tout simplement. C'est entre la maison et le travail, entre un café et une usine. C'est un endroit où on peut trouver plein de choses différentes. Donc, c'est très vague. Effectivement, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment parce qu'il y a plein de tiers-lieux qui ouvrent. Souvent, c'est ça, c'est un mélange de zone de travail et maison parce que c'est beaucoup lié au coworking notamment. Voilà. Mais voilà, pour moi, ça peut être simplement un lieu où il y a différents types d'activités à l'intérieur qui ne peut pas se définir par un seul mot. Donc. Oui, mais effectivement, c'est vrai que il y a plein de définitions et personne n'a la même vision du tiers-lieu et c'est ce qui crée parfois un flou et des incompréhensions où on imagine quelque chose alors que c'est pas ça. C'est vrai que pour moi, ce qui en ressort aussi beaucoup, c'est un lieu où le lien est vraiment au centre. Dans un tiers-lieu, c'est souvent réfléchi pour créer du lien entre les gens, que ce soit au travers de Fab Lab, comme vous disiez, pour faire ou bien de cours ou d'activités pour faire les choses soi-même. Et il y a un peu cette idée de redonner de l'autonomie aux gens, de réapprendre à faire. Je trouve que ça ressort beaucoup en général. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui ressort énormément, mais c'est plutôt une bonne chose. Alors, je regarde, il y a plusieurs questions. Oui, il y a Delphine qui nous demande quelle est la structure juridique qui a été choisie. Ah oui. Eh ben, je peux y répondre. On est une société coopérative d'intérêt collectif. D'accord. Voilà, donc c'est une entreprise à but lucratif. Et on a fait ce choix-là. Au début, on s'est monté en association. On a fait ce choix-là parce que ça nous permettait d'intégrer les salariés à la gouvernance, chose qui n'est absolument pas possible dans le contexte d'une association, puisque la gouvernance, c'est le conseil d'administration et les salariés ne peuvent pas en faire partie. Donc, pour nous, c'était obligatoire que quelqu'un qui travaille dans une structure puisse avoir un pouvoir de décision ou juste de consultatif ou autre. Et puis, ça permettait aussi d'intégrer différents types d'acteurs
notamment les collectivités, parce que nous, on travaillait avant en collectivité, on avait vraiment envie de travailler avec eux encore après dans le cadre de ce projet-là, et de les intégrer dans la gestion du projet, dans les décisions, voilà. Et ce statut-là permet d'avoir des collèges de décision dont font partie les collectivités, les salariés notamment. Donc ça, D'accord. c'est voilà. Et puis, pour le côté lucrativité, ça nous gêne énormément de passer sur un statut d'entreprise. Par contre, on peut, alors contourner, c'est pas vraiment le mot parce que c'est pas du tout contourné, mais nous, on a inscrit dans le marbre, dans nos statuts, que l'intégralité de nos bénéfices sont obligatoirement reversés dans la structure. Donc, on a une obligation de, enfin, c'est un organisme à but lucratif, une entreprise, mais l'ensemble des bénéfices restent à l'intérieur de la société coopérative pour pouvoir développer ses activités. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Delphine avait une autre question aussi elle demandait combien de temps entre l'étude de la collectivité et l'ouverture il y a 3 semaines et combien de salariés avez-vous aujourd'hui? Combien de temps entre l'étude de la collectivité? 2 ans, plus de 2 ans entre les deux. Et combien de salariés? Alors, aujourd'hui, on est 2 salariés. Enfin, moi, je ne suis pas encore salariée, je le serai le 1er juin. Voilà. On a une salariée et une deuxième bientôt. Et par contre, on a 3 personnes qui travaillent pour nous en plus. On a une forme un peu particulière de partenariat avec une association, une entreprise d'insertion, pardon, qui est sur Moutier, qui s'appelle TVI. En fait, c'est un contrat de sous-traitance, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'ils font vraiment partie du projet. Mais donc, on a une équipe de chez TVI qui travaille chez nous à temps plein. Donc, ce n'est pas nos salariés en direct, mais nous, on les embauche à temps plein de toute façon chez nous, tout le temps, pour nous appuyer. Donc, on est 5 à être payés par Entropia, même si on n'est que 2 salariés. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, excusez-moi si ce n'est pas… Je ne connaissais pas ce système, mais enfin, je vois, je ne sais pas si Delphine, ça répond à ta question. Donc, c'était une question de Delphine à la base, mais moi, ça me paraît clair. C'est un nouveau système, et moi, ça me paraît clair. Et pour Delphine aussi. Bon, parfait. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça que voilà. Ça prend toujours un peu de temps à expliquer. Oui. La forme, ce qu'on retient, c'est qu'au final, il y a 5 personnes à temps plein qui travaillent aujourd'hui pour le faire fonctionner. Et après, la forme que ça prend est indépendant à chaque structure. C'est ça, tout à fait. Alors, s'il y en a d'autres qui ont des questions, en attendant, je voulais rebondir sur donc Régis Casala qui témoignait aussi de la réussite d'un tiers-lieu. Régis, est-ce que vous voulez nous parler rapidement pour rebondir sur ce que dit Aurélie, donc de ce tiers-lieu de la Turbine qui est dans les Hautes-Pyrénées? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour. Oui, c'était juste pour apporter un témoignage parce que je fais partie d'un collectif associatif qui gère un tiers-lieu d'activité. Donc, la Turbine dans les Hautes-Pyrénées, dans un village de montagne à 900 mètres d'altitude, dans le Val d'Azun, exactement à Arès-Marsous. Et juste pour témoigner c'est un petit projet, mais quand même dire que pour que ça marche, ce genre de projet, pour moi, il y a un triptyque, il y a 3 ingrédients majeurs. Il faut d'abord un collectif d'habitants motivés pour porter le projet et le suivre dans la durée. Le deuxième point, c'est le lieu physique, le bâtiment. Il faut absolument que le bâtiment soit central et qu'il y ait des services autour et qu'il soit accessible facilement, notamment en mobilité douce, en se déplaçant à pied et à vélo. Et le troisième point important, c'est que la collectivité territoriale, les politiques appuient le projet et le lieu. Donc, quand on a ces 3 ingrédients rassemblés, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, nous, on est donc un bureau associatif avec 5 personnes pour gérer le lieu. Et on est une trentaine d'utilisateurs réguliers du lieu, donc adhérents à l'association. Et en plus, le rôle touristique du lieu, c'est d'apporter des services à des touristes, puisqu'on a une quarantaine de touristes qui viennent chaque année ponctuellement utiliser le lieu. Ok,
Super, bah merci beaucoup pour votre témoignage qui ajoute à ce que nous partage du coup ce que nous partage Aurélie. Avec Merci plaisir. Régis. Et du coup, ça me fait penser à une question pour vous, Aurélie. Est-ce que exactement comme pour Régis, le tiers-lieu, alors vous n'avez pas encore le retour d'expérience, mais il a quand même aussi pour but de s'adresser aux touristes en plus qu'aux locaux. Oui, même si la base du projet, c'est vraiment les habitants, le lieu en tant que lieu de vie. Mais oui, oui, effectivement, on accueille tout le monde à bras ouverts et on proposera des activités, des animations aussi sur les temps forts touristiques. Donc oui, il pourra être à destination des vacanciers et des touristes de passage. Mais c'est absolument pas eux nos visiteurs Notre cible principaux. principale. Ouais, ouais, Clairement. voilà. Et du coup, si pour conclure, sauf s'il y a d'autres questions qui viennent entre-temps, mais je n'en vois pas spécialement, qu'est-ce qu'un tiers-lieu comme Entropia, est-ce que vous pourriez dire que qu'est-ce que ça apporte à la commune d'Aime-la-Plagne s'il fallait défendre demain face à un élu le développement d'un tiers-lieu, qu'est-ce que vous mettriez en priorité en avant pour dire, bah voilà tout ce que ça apporte, ce lieu est vraiment essentiel. Pas essentiel. Et peut être vraiment un plus. Mais il est essentiel. Oui, Je pense qu'il va le devenir très vite. je le souhaite vraiment. Juste avant ma réponse, je rebondis sur ce que disait Régis. Il a tout à fait raison sur la question du local, du lieu d'implantation. C'est vraiment primordial. Nous, on a eu énormément de chance de pouvoir bénéficier. C'est une location, mais d'un local qui est vraiment en centre-ville, sur une rue passante. Et je pense que vraiment, c'est là où c'est le nerf de la guerre, en fait, de trouver un espace qui soit fonctionnel, par lequel on peut accéder à vélo, à pied. Donc, effectivement, c'est vraiment un ingrédient très important. Et pour défendre le projet, moi, ma casquette d'entrepreneuse, c'est vraiment pas ça que je suis pas née pour ça, c'est pas ma passion. Je suis habitante avant tout d'un endroit que j'aime vivre. Et pour moi, ce projet, il est vraiment important. Il va devenir important, je l'espère, pour la ville en tant que lieu de vie sociale. Vraiment, c'est ce point-là, lieu de partage et de consommation alternative. Enfin, ça répond un peu, enfin, c'est redondant avec le pourquoi on a monté ce projet, mais bon, c'est vraiment, j'y crois. J'espère qu'il va vraiment devenir indispensable pour la vie de tous les jours des habitants, de dire, bah, tiens, on va se retrouver autour d'un café, bah, en même temps, on va apprendre à fabriquer une lingette réutilisable et puis en même temps, on va s'acheter un vêtement de seconde main. Voilà, c'est Comme vous vraiment… le disiez, que ça fasse partie, que ce soit un peu une extension de la maison, quoi. C'est le pas entre la maison et le travail. Et puis un lieu porteur d'alternatives, en fait, où on peut s'échanger nos idées et réfléchir sur comment on peut limiter notre empreinte, consommer différemment, mieux, moins, économiser de l'énergie. Enfin, voilà, vraiment un lieu porteur d'alternatives en tout genre pour essayer d'aller un peu moins vite vers le mur. Et peut-être un lieu où quand on a des tonnes de questions en tête et dont on n'a pas vraiment les réponses, les solutions, un lieu qui peut être un lieu d'échange autour de ces questions et peut-être des gens qui peuvent y répondre sur place. Y répondre ou aider à construire quelque chose qui pourra y répondre. Tout à fait. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour votre témoignage. Je sais que votre temps est un petit peu compté du coup avec cette ouverture. C'était une superbe mise en lumière et vraiment ça aide à la compréhension de ces lieux-là. Là, sur la suite du webinaire, je vais montrer 2-3 autres exemples qui existent sur les territoires et qui peuvent aussi être inspirants. En tout cas, merci de votre participation. Merci à vous. Et si je peux juste me permettre de placer un dernier mot, j'invite quiconque a besoin de voir à quoi ça ressemble à venir nous voir, en fait. On est ouvert à tout. Alors, c'est vrai que là, comme on vient juste d'ouvrir, on a un poil moins disponible.
Mais voilà, on souhaite vraiment garder nos portes ouvertes à quiconque a envie de dupliquer ou juste de créer son propre lieu. Nous, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'aller voir d'autres structures, donc on souhaite pouvoir apporter ça aux autres. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour des visites, officielles ou pas, peu importe, on répond à tout le monde. Et du coup, dans le support, à la fin de chaque webinaire, j'envoie toujours le support. Est-ce que je peux y ajouter votre contact pour que les gens puissent vous contacter? Oui, oui, bien sûr, pas de souci, avec plaisir. On fera ça. Voilà, Eh ben, oui. Il y aura juste la temporalité, voilà, donc les 2 prochains mois avec un petit peu de pincettes, mais on espère qu'à partir de septembre, on pourra vraiment développer cette partie-là d'accueil pour dupliquer ce genre de structure. Voilà. Ben, super, encore un grand merci pour vous et du coup un bon été et un bon lancement avec de tout, de ce beau lieu, et j'espère avoir l'occasion de passer le voir aussi d'ailleurs. Avec grand plaisir, merci, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous, au revoir. Alors, je reprends la suite. En tout cas, merci pour vos questions et témoignages avec cette présence d'Aurélie pour nous parler d'Anthropia. Donc, pour faire une suite de ce qu'elle nous a partagé, l'idée, c'est de vous partager donc d'autres bonnes pratiques. Effectivement, ce sont des inspirations et pas des démarches uniques. Chaque territoire a des bonnes pratiques en place. On a sélectionné quelques-unes, mais que je vais vous présenter là. Et après, nous, on vous incite vraiment pour creuser davantage, n'hésitez pas à échanger entre vous en dehors de ce webinaire. Il y a plein d'autres bonnes pratiques sur les territoires qui ne sont pas là dans celles que nous citons. On vous a pris au moins une bonne pratique par critère et ensuite on a développé quelques autres. Et la première, c'est sur le critère des marchés et produits locaux. Donc, on a pris l'exemple de chez Pépé Nicolas, qui est à Val Thorens, qui est en fait un restaurant qui utilise les produits de la ferme, dans sa carte, que ce soit des fromages, soit des produits de saison, des produits qui sont issus du jardin en permaculture. Ils font leur glace aussi avec des fleurs, avec les fleurs et les menthes du jardin. Et ils travaillent avec un apiculteur, un charcutier, un éleveur qui sont dans la vallée. Et ils ont également une ferme d'alpage avec des visites guidées l'été, que ce soit des activités comme la traite des chèvres ou bien donner à manger aux animaux de la ferme. Ils proposent de la fabrication de fromage et ils vendent également leur fromage, leur yaourt et leur lait qui sont issus de la ferme. Les points positifs de cette initiative qu'on voit, c'est vraiment la valorisation du patrimoine local, l'accès directement, que ce soit pour les locaux ou pour les touristes de passage, à des produits locaux, et aussi la création de liens entre les habitants qui vivent et travaillent sur place et les touristes. Ensuite, sur le critère de lieu de rencontre et d'échange, on a mis en avant la European Snow Pride de Tignes, qui est en fait une semaine de ski qui est inclusive pour les publics LGBTQ+, avec des leçons de ski qui sont accompagnées par des moniteurs. Il y a plein de restaurants partenaires qui offrent des tarifs aux détenteurs de passes liés à cette Snow Pride. Il y a des après-midi sur un village associatif avec des activités. Il y a des soirées festives qui ont lieu tout au long de la semaine. Et les plus, c'est que déjà, c'est un événement en soi qui va dynamiser la station, qui va ouvrir aussi à la mise en valeur d'autres types de publics, mais c'est aussi avant tout un temps d'échange et de rencontre autour de ces publics qui sont parfois mis de côté, et pour un peu comprendre, échanger et ne pas rester un peu enfermé de chacun dans sa bulle en ayant peur des autres. Et donc, il y a énormément de choses qui sont organisées autour de ça pendant cette semaine à Tignes. Sur le critère des équipements et des services sociaux, je vous ai mis en avant là le fait de labelliser une structure France Service. En fait, France Service, c'est un modèle d'accès aux services publics pour les Français, et il vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, que ce soit en ville, à la campagne, d'accéder aux services publics et d'être accueillis dans un lieu unique par des personnes qui seront formées, qui sont disponibles et qui vont l'aider pour effectuer ces démarches au quotidien.
vous pouvez labelliser France Service, une des structures qui est déjà existante sur un territoire. Et c'est l'exemple, par exemple, de Vivaldi à Val d'Isère, qui est une association de développement local à destination de tous les employés de Val d'Isère, qui va accompagner les personnes qui travaillent et qui vivent sur la station, qui va développer des activités intersaison et qui propose aussi des activités gratuites pour les adhérents de Vivaldi. Et donc, l'intérêt réel de ce type de lieu, c'est que d'un côté, ils vont favoriser le tissu social et le développement du secteur associatif. Il y a aussi une mise en valeur de l'intersaison et ça va faire du lien entre les personnes qui vivent sur le territoire. Et pour le dernier critère, donc, qui est le critère des services médicaux et paramédicaux, il y a cette solution, cette possibilité dont je vous ai parlé au tout début du portage de médicaments en mairie ou à domicile. Effectivement, il y a plusieurs en France CCAS ou CIAS qui assurent le portage de médicaments sur ordonnance. Je vous ai mis quelques exemples qui ne sont pas des territoires de montagne labellisés flocons verts, mais qui sont des territoires qui offrent ce service. Et c'est bien là le plus important. Et donc, c'est un service qui peut se faire donc, en collaboration entre la mairie, le CCAS, la pharmacie et le médecin. Les avantages, c'est que ça permet aux plus isolés d'avoir accès aux soins et ça facilite du coup l'accès aux médicaments là où il n'y aurait pas de pharmacie ou bien où il n'y aurait pas de pharmacie de manière générale ou qu'il n'y aurait pas de pharmacie à l'année. Encore d'autres bonnes pratiques, par exemple, comme à Oron, qui est une station qui est très riche en événements, qui organise des manifestations sportives, beaucoup de concerts, beaucoup d'événements musicaux, de soirées conviviales, que ce soit jeux de société, blind test, karaoké, pour s'adresser vraiment à tout type de public, et qui propose des foires et des marchés de producteurs locaux. Ou encore le Cairn à Lens-en-Vercors, qui est un centre culturel et sportif qui regroupe une salle de spectacle, une médiathèque, une salle de cinéma, des espaces d'exposition, un dojo, des salles de danse, de musique, de réunion, qui permet vraiment à tout le monde, qu'on soit pratiquant sportif, amateur de littérature, cinéphile, féru de spectacle ou curieux, juste de se retrouver et de se croiser au gré de la programmation du lieu. Donc, ce qui donne vraiment un lieu qui est dynamique et qui favorise la rencontre et avec une programmation riche et diversifiée qui montre qu'on n'a pas besoin d'être dans les grandes métropoles ou dans les plus grosses villes pour pouvoir avoir accès à une programmation riche. Et un dernier exemple qui est la fête des châtaignes à la Colmiane, donc la Colmiane qui organise la fête des châtaignes à Val-de-Blore, qui est en fait un lieu de vente de produits régionaux et artisanaux, donc dans les rues du village. Cette vente a lieu avec des animations tout au long de la journée, un repas convivial, dégustation de châtaignes grillées, de vin chaud, enfin, tout un tas de choses qui sont faites autour des châtaignes. Le but de vous montrer tous ces types de bonnes pratiques, c'est de vous montrer à quel point ça peut être varié, à quel point ça peut s'adresser à plein de personnes différentes sur des sujets différents. L'idée est là, avant tout, de dynamiser le territoire. Hop. Si on doit retenir 4 grandes choses qui ressortent de ce partage de bonnes pratiques, c'est que à garder en tête quelque chose d'important, c'est tout d'abord avoir un programme événementiel qui met en avant les savoir-faire locaux. Pensez aussi dans son programme événementiel, dans ce qu'on propose sur place, à l'inclusion de tous les publics, que ce soit les jeunes, les retraités ou les minorités, les personnes qui sont stigmatisées. S'inspirer des expériences vécues ailleurs. Aurélie nous l'a dit tout à l'heure, ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs, ne pas hésiter à aller voir Anthropia ou tous les autres tiers-lieux si vous voulez monter un tiers-lieu sur votre territoire, donc qui peuvent exister ailleurs, que ce soit en territoire de montagne ou non d'ailleurs. Et valoriser les producteurs et les actions locales. Voilà pour moi. Ce que je vous propose un petit temps d'échange si vous avez des questions qui vous sont venues. Vous avez la possibilité de mettre les questions avec votre nom et votre localisation dans le chat que Lucie me fera passer.
et on pourra ensuite partager la parole, que ce soit, là j'y pense, ça peut être une question ou ça peut être tout simplement, comme Régis tout à l'heure, partager un vécu, partager une bonne pratique que vous avez vue et que vous aimeriez mettre en avant et proposer aux autres personnes qui suivent ces webinaires. Ce n'est pas uniquement des questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole pour partager une information. On se laisse 1 ou 2 minutes, voir si des questions ou des remarques émergent. Et sinon, eh bien, on clôturera ce deuxième webinaire. Et je ne vois pas de questions. J'ai peut-être été très claire. C'est une très bonne chose. J'espère que ça a pu vous aider. Euh, ah, il y a... Je vais vous partager un support que... Attends, il est là. Alors, excusez-nous. Voilà, pendant qu'on parlait, Lucie mettait un petit peu à jour tout ça, de toutes ces choses qui se sont dites pendant cette heure passée ensemble. Donc, à retenir ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'inclusion de tous les publics, jeunes, seniors, LGBTQ+, l'idée d'avoir un espace central de vie locale et de lien social qui devient indispensable, répondre à un besoin évalué chez les locaux, donc c'est ce que nous a fait remonter Aurélie tout à l'heure, valoriser les producteurs et les actions locales, aller à la rencontre de l'autre, maintenir une vie locale à l'année, avoir un programme et événementiel mettant en avant les savoir-faire locaux et s'inspirer des expériences vécues ailleurs. Vraiment, n'hésitez pas à aller visiter des tiers-lieux. Voilà, en résumé, ce qu'on s'est dit et ce qu'on a partagé aujourd'hui. Pour rappel, notre prochain webinaire sera sur l'artificialisation des sols. Donc, il aura lieu le 6 juillet 2023, avec donc sur le même format qu'aujourd'hui, avec des experts qui viendront partager, ainsi que des partages de bonnes pratiques. Pour terminer, pour moi, c'est toujours très important de faire une clôture et de poser un petit peu ce qu'on s'est dit. Je vous propose de la faire en 4L, alors pas la voiture parce que ce n'est pas écomobile, mais en 4L la lettre, avec le premier liked, ce que vous avez aimé dans ce webinaire, learned, donc ce que vous avez appris, long en rêve, donc long for. L'idée, c'est d'aller creuser. Si aujourd'hui vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez de pouvoir mettre en place en un coup de baguette magique demain? Et pour revenir un peu à la réalité après, qu'est-ce que vous comptez mettre en place demain après ce webinaire? Qu'est-ce que vous comptez faire à la suite de ce webinaire? Je vous laisse le temps pour laisser infuser et écrire ensemble dans le chat.
pendant que le temps de déclusion se poursuit, juste pour vous préciser que donc je vous enverrai ce support sur lequel je mettrai donc le contact d'Aurélie pour Entropia. Donc n'hésitez pas à la contacter en lui laissant 2 mois, 2 mois le temps de lancer la structure comme elle l'expliquait. Vous verrez aussi dessus une petite bibliographie qu'on vous a mis et toujours nos 2 contacts à la fin si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je reviens sur la déclusion et je vous laisse tranquillement l'écrire et vous remercie en tout cas pour votre présence pour ce deuxième webinaire en espérant qu'il vous ait servi. Et du coup, on se retrouvera dans 2 mois pour l'artificialisation des sols.